Salut! L'attaque des titans, c'est bien. Au revoir. Ok, alors d'après le producteur, 15 secondes de vidéo, c'est beaucoup trop court pour développer un propos intéressant. Est-ce que quelqu'un a prévenu YouTube? Bonjour, je suis le Tropper et sur ma chaîne, je parle de narration. Et l'un des animés qui colle le plus de claques à toute l'industrie du divertissement, c'est l'attaque des titans. En partant d'un pitch simple au possible, un monde post-apo où les humains sont retranchés derrière d'immenses murs pour se protéger de titans qui veulent les dévorer, Hajime Isayama nous balance des retournements de situation, des révélations et des grands moments d'émotion à tout va. Et même si j'ai beaucoup de mal avec le style graphique du manga, l'animé est magnifique et sublime d'autant plus le scénario impeccable qui reste le point fort de l'attaque des titans. Il y a plein de choses à dire sur le sujet, de théories à élaborer, d'analyses à faire. Mais pour cette vidéo, je vais me contenter de parler d'un des plus gros points forts d'Isayama en écriture, sa maîtrise des bases fondamentales de la narration, et en particulier sa capacité à planter. Comme les choux. Je vais éviter les spoils autant que possible et on va se concentrer sur quelques masterclass d'écriture que l'on retrouve dans l'attaque des titans. Mais avant ça, il faut bien financer le bataillon d'exploration, alors je vous laisse avec un message de mon sponsor, CyberGhost VPN. Un VPN, c'est un des moyens les plus sûrs de vous protéger contre les hackers et les sites malveillants. Et c'est pour ça que tout le monde devrait en utiliser un. Avec CyberGhost VPN, toute votre activité sur Internet passe par un tunnel VPN sécurisé. Votre adresse IP est cachée et vos données sont cryptées. Plus la peine de prendre de risques sur un réseau public non sécurisé, comme dans une gare, un aéroport ou un café. Comme un VPN protège vos données perso, vous pourrez enfin télétravailler tranquillement au McDo. Et CyberGhost VPN, c'est aussi bien pour le contenu géo-restreint. Si quelque chose est géobloqué, vous pouvez en quelques clics vous connecter à un serveur à l'étranger pour y avoir accès. Avec ça, vous pourrez jouer à des jeux et découvrir des catalogues de services de streaming en ligne. Le logiciel est simple d'utilisation et un des gros avantages de CyberGhost VPN, c'est leur démarche de transparence. Ils ne collectent et ne partagent pas vos données. C'est pour ça qu'ils sont le leader mondial dans l'industrie de la sécurité et de la confidentialité avec plus de 38 millions d'utilisateurs et 5 étoiles sur Trustpilot. Avec un seul abonnement, vous pourrez protéger jusqu'à 7 appareils en même temps. Comme ça, vous allez pouvoir régaler les copains sur différentes plateformes. Windows, iOS, Android, etc. En utilisant le lien dans la description ou le commentaire épinglé, vous bénéficierez de 84% de réduction sur CyberGhost VPN, soit 1,95€ par mois et 4 mois gratuits. Et en plus de ça, ils ont une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé et une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc vous prenez aucun risque à l'essayer, si ça vous convient pas, vous pouvez être remboursé. Le lien est dans la description, un grand merci à CyberGhost VPN. En narration, il existe un principe fondamental que l'on retrouve absolument partout, le planter-récolter. Certains d'entre vous le connaissent peut-être sous son nom anglophone, le foreshadowing. En français, l'image parle d'elle-même, on plante un élément narratif pour mieux en récolter les fruits plus tard. Oh, une gaufrette! C'est l'un des procédés narratifs les plus répandus, si ce n'est le plus répandu. Par exemple, dans le Dark Knight, quand Harvey Dent dit que l'on meurt en héros ou que l'on vit suffisamment longtemps pour devenir le vilain, c'est un élément planté. Il sera récolté au moment où Dent survit au Joker et devient double face. Quand on écrit une histoire qui se base sur des mystères et des révélations, le planté-récolté est essentiel pour créer de la tension et du relâchement. Quand on a remarqué un élément planté, on anticipe sa récolte, ce qui peut être très gratifiant pour le public. Mais c'est aussi simplement un outil qui peut servir à établir des points importants à une histoire. Par exemple, on peut planter l'introduction d'un personnage pour ensuite récolter ses interactions, sa façon de surmonter ou non les obstacles qu'il rencontre. Ainsi, un personnage qui est bien introduit, c'est-à-dire dont les traits de caractère sont clairement plantés au début du récit, c'est un personnage avec lequel on peut récolter des situations intéressantes et donc de grands moments pour le public. Et l'une des plus grandes masterclass qu'on retrouve dans l'attaque des titans, c'est l'introduction de Levi. Ok, stop. Levi, Levi, Rivaille, Révi, je m'en bats les steaks. Est-ce qu'il y a une prononciation correcte? Oui, c'est Levi. Est-ce que ça a la moindre espèce d'importance? Absolument pas. Est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Ça, c'est entre vous et votre conscience. Donc dans l'épisode 9 de la saison 1, on fait la rencontre du personnage de Levi, qui est très vite devenu le plus populaire de tous. Et je pense que l'une des raisons de sa popularité, c'est l'efficacité de sa scène d'introduction. En 5 minutes, on sait qui est Levi. L'épisode commence avec un petit flashback qui nous montre le bataillon d'exploration sur le point de partir en expédition. On voit pour la première fois Levi, et un mec random dans la foule nous informe que c'est le plus fort de tout le bataillon. Puis Hange lui chuchote que les gens ne l'admireraient peut-être pas tant s'ils savaient à quel point il est maniaque au niveau de la propreté. Et là, si vous avez quelques bases en écriture, vous êtes peut-être en train de tiquer. Ce qui vient de se passer, c'est que le récit nous a dit qui était Levi au lieu de nous le montrer. Or, on ne le répétera jamais assez, show, don't tell, montrer au lieu de dire. Mais je concède que l'on peut réinterpréter la doctrine et dire
Show, don't just tell. Ne faites pas que dire, montrez aussi. Ce n'est pas si grave de dire si on montre ce qui a été dit. Et l'attaque des Titans va nous en faire une très belle démonstration. Puisqu'après ce flashback, on revient au présent, en pleine attaque de la ville par les Titans. Et tandis qu'un des membres du bataillon d'exploration se fait dévorer, Levi entre en scène. Avec une facilité déconcertante, il tue le Titan. Et il faut rappeler qu'à ce stade de l'animé, tuer un Titan, c'est encore un gros accomplissement. Il représente encore une véritable menace. Ainsi, on nous montre déjà les capacités de Levi en tant que combattant. Suite à ça, son lieutenant arrive avec des renforts, et Levi donne ses ordres. Et encore une fois, c'est un concentré de caractérisation du personnage. Qui plus est, ça nous informe sur ses priorités. Son premier ordre, il faut aller aider les blessés. Puis, les deux hommes arrivés en renfort doivent abattre un des Titans qui les encercle. Quant à Levi, il garde pour lui les deux autres Titans. Ce que ça nous montre, c'est que pour Levi, la sécurité de ses hommes passe avant tout, et ça nous redit qu'il est très fort à la bagarre. Juste avant de nous le montrer à nouveau, quand Levi abat presque sans effort les deux Titans. Et là, on a suffisamment montré que Levi était un badass. Maintenant, on va passer à un autre aspect crucial de sa personnalité. Quand on écrit un personnage, souvent, on essaye de lui donner des qualités et des défauts pour lui apporter plus de profondeur. Après avoir abattu les deux Titans, Levi remarque que sa main et son arme sont couverts de leur sang. Pour rappel, le sang des Titans s'évapore tout seul dans cet univers. Mais Levi est un maniaque de la propreté, et on nous le montre d'abord quand il exprime son dégoût, puis quand il sort un petit chiffon, en plein milieu d'une bataille, pour nettoyer son arme et sa main. Et jusque-là, ça pourrait simplement être un petit détail amusant sur son caractère. Et honnêtement, en tant que scène d'introduction d'un personnage, y a rien de transcendantal. Pour le moment. Parce que c'est la fin de cette scène qui, à mon avis, en fait une masterclass. Notamment parce qu'elle va construire sur les fondations établies dans cette introduction jusqu'alors plutôt basique. Levi rejoint l'homme qui se faisait dévorer au début de la scène. Ce subordonné est gravement blessé et en train de se vider de son sang. Il tend alors une main complètement ensanglantée vers Levi, en lui demandant s'il va mourir pour rien. Et vu qu'on a établi que Levi était un maniaque de la propreté et que le sang le dégoûtait, ça crée des attentes. On se dit qu'il va rejeter la main qu'on lui tend. C'est tout ce qu'on sait de lui à ce moment. Sauf que Levi n'hésite pas un instant. Il saisit la main ensanglantée et rassure le soldat. Il lui dit qu'il n'est pas mort pour rien, que sa volonté vivra à travers lui et qu'ils se débarrasseront des Titans. Et ça, c'est de la bonne écriture. C'est une masterclass de planter-récolter. Parce qu'à ce moment, on sait 3 choses sur Levi. Il déteste être sali, mais il fait passer ses hommes avant lui et il est suffisamment fort pour tenir cette promesse. Ça le rend immédiatement sympathique, en tant que leader et en tant que personnage. D'ailleurs, le soldat meurt et Levi est visiblement touché. On brise ainsi cette image de guerrier impassible et sans émotion à laquelle on pourrait s'attendre de la part du soldat le plus fort de tout le bataillon d'exploration. Oui, il est fort, mais il est affecté par la mort de ses hommes. Et si vous regardez le reste de l'animé, vous verrez que le personnage de Levi fonctionne sur les bases qui ont été établies dans cette scène. Chacune de ses décisions, ses priorités, ses choix face à l'adversité sont informés par qui il est. Et comme on a très bien montré qui il est, ça crée une narration organique. On ne se demande jamais pourquoi il fait ce qu'il fait. C'est une évidence. C'est un personnage qui fera tout pour ses hommes et sa mission, peu importe combien ça lui coûte personnellement. Ensuite, l'animé et le spin-off n'hésiteront pas à nous montrer comment il est devenu qui il est, mais en soi, ça ne nous permet pas de mieux le comprendre, juste de mieux le connaître. Mais l'attaque des Titans utilise également le planter-récolter pour construire le mystère de son intrigue. En narration, on a ce qui s'appelle des questions dramatiques. Non, pas comme ça. Une question dramatique, c'est une question qu'un récit pose en promettant d'y répondre. Est-ce que Naruto va devenir le Hokage? Est-ce que Luke va détruire l'étoile noire? Est-ce que Dora l'exploratrice va fermer sa grande... Dans une intrigue de mystère, ces questions sont très importantes, d'autant plus qu'on en a souvent plusieurs. Concernant l'attaque des Titans, il y a la question dramatique principale posée au début du récit. Est-ce que l'humanité va triompher des Titans? Mais il y a également plein de petites questions et de grandes qui viendront s'y ajouter au fil du temps. Encore une fois, je vais essayer de limiter les spoils autant que possible. On a des questions comme d'où viennent les Titans? Quel est leur but? Ont-ils un but? Comment les murs ont-ils été construits? Et on a surtout des détails étranges, parce que l'attaque des Titans, c'est un texte à trous. Quand on parle de trous du scénario, aujourd'hui, les fameux plot holes en anglais, c'est pour faire référence à des incohérences, des choses qui n'ont pas de sens dans un récit terminé. Mais quand on écrit un mystère, avoir des trous dans son scénario, c'est très utile. Ainsi, au tout début de la saison 1, on voit le père d'Eren partir avec la clé de sa cave. Mais un peu plus tard, Eren se réveille avec cette clé autour du cou sans aucune explication. L'auteur a volontairement créé un trou dans son scénario qui nous amène à nous poser des questions.
Comment est-ce que Eren a récupéré la clé? Qu'est-ce que cache son père? Et on ne peut que supposer qu'un élément du récit nous a été caché, un mystère qui captive notre attention. Puis, lors de l'attaque de Trust, Eren meurt. Avant qu'on ait pu répondre à ces questions, il se fait dévorer par un titan. Et ensuite, un étrange titan fait son apparition, attaquant ses congénères sans explication. Nouveau trou du scénario. On découvre finalement que ce titan n'est nul autre que Eren. On ne sait pas comment ni pourquoi, mais il a pu se transformer en titan et ainsi survivre. Le récit répond ainsi à une de ces questions en nous montrant que les titans sont peut-être des humains. Première révélation qui nous mène à nous poser encore plus de questions. Et si on a suivi, on se rend compte qu'une piste existe dans le premier trou du scénario. La fameuse clé qui est apparue de nulle part et nous indique que le père d'Eren peut être la cause de sa capacité à se transformer. Les trous du scénario se comblent petit à petit, parfois en creusant d'autres trous, parfois en y apportant des réponses. Ainsi, le mystère continue de s'épaissir, mais de façon satisfaisante. On obtient, au compte-gouttes, des réponses aux questions que l'on est amené à se poser. L'auteur nous maintient dans une ignorance contrôlée. Ignorance qui est partagée par les personnages, les menant à chercher les réponses que l'on aimerait avoir. Et vous l'aurez compris, c'est une autre forme de planter-récolter. Sauf qu'on plante un vide, une absence, un espace négatif, ce qui aura tendance à bien plus facilement attirer l'attention du spectateur. Et ce qui l'investira d'autant plus dans la résolution du mystère. C'est un jeu de frustration et de catharsis. En contrôlant ce que l'on sait et ne sait pas, en nous forçant à nous interroger, en nous apportant des réponses, on nous investit dans l'intrigue. S'il n'y avait que des questions, que des trous voués à ne jamais être comblés, on pourrait vite devenir frustré. Et s'il n'y avait aucun trou, qu'on nous donnait directement toutes les clés pour répondre aux questions, eh ben on se ferait un petit peu chier. Le tout, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Déjà, les trous du scénario de l'attaque des titans sont présentés comme des mystères et pas des incohérences. On y apporte de l'attention, on prend bien le temps de les souligner. On pointe du doigt en disant « c'est bizarre ça, non ?» Ce qui est déjà une bonne façon de créer du mystère. C'est plus agréable de se poser des questions sur un récit quand l'auteur sous-entend qu'il nous en apportera les réponses. Mais là où l'attaque des titans brille surtout, c'est dans ses retournements de situation. Non seulement on sait pas grand chose du monde, mais en plus ce qu'on sait peut être faux. À plusieurs reprises, les personnages principaux découvrent qu'on leur a menti, et par extension qu'on nous a menti. Ce qui pourrait mener à croire qu'on a affaire à des réécritures hasardeuses des précédents événements. Mais ce n'est pas le cas ici. L'intrigue a été clairement planifiée, y compris les fausses pistes et les mensonges. Elles servent les thématiques du récit sur le contrôle, le pouvoir, la guerre et la propagande. Elles instaurent pour les personnages une défiance face à l'autorité et une volonté encore plus grande de découvrir la vérité qui leur est cachée. Ce qui amène à un autre point qui peut expliquer le succès de l'attaque des titans, son approche subversive de la narration. L'attaque des titans est un shonen. Il en emploie les codes. Un jeune protagoniste qui souhaite devenir plus fort, poussé par sa détermination et aidé par ses camarades, face à une adversité semblant insurmontable au premier abord. Mais tout ça est soumis à une subversion. Au lieu d'une approche idéaliste et bon enfant de ces codes, l'attaque des titans décide de les prendre au premier degré. Nous n'avons pas affaire à des personnages d'animé dont la morale est infaillible, combattant pour le bien contre le mal. Nous avons affaire à des enfants soldats. On ne leur épargne aucune des horreurs de la guerre. Leurs camarades meurent sous leurs yeux, sans aucune gloire, dans une avalanche de violence et de désespoir. Notre personnage principal n'est pas motivé par l'honneur du guerrier, mais par une soif de vengeance et une haine profonde. Il n'y a pas de victoire sans coût à payer pour l'obtenir. Et plus la guerre avance, plus les lignes deviennent floues entre alliés et ennemis. On prend ainsi les codes de base du shonen de combat, mais dans un cadre réaliste où le combat n'est ni glorieux ni grandiose. Le combat, c'est risquer sa vie pour tuer son adversaire. Le combat, ça mène à des dommages collatéraux. Et ça a des conséquences psychologiques, ce qui rend l'évolution des personnages fascinante. On pourrait comparer ça à Naruto, qui nous raconte également l'histoire d'enfants soldats, mais avec un point de vue idéaliste. On ne remet jamais en question le fait que Naruto est un gentil, et qu'il fait face aux méchants. Et quand ses amis le trahissent, par son grand cœur et sa détermination, il les ramène du bon côté. Dans l'attaque des titans, le point de vue est plus cynique. L'écriture des personnages s'approche plus de la psychologie et de la moralité humaine. La guerre a un effet sur l'état d'esprit des gens, surtout des plus jeunes. La violence ne laisse pas indemne et il y a rarement un vrai camp du bien et un vrai camp du mal. Et même si on est persuadé d'être dans le camp du bien, qu'on se sent justifié dans nos actions, si ces actions sont violentes, leurs conséquences seront graves. Dans son essence, l'attaque des titans est un animé de guerre avant tout. Malgré les éléments fantastiques, d'un point de vue de la tonalité, on s'approche plus d'Apocalypse Now que de Naruto. Les scènes de combat
combats peuvent d'ailleurs facilement rappeler la scène du débarquement dans Il faut sauver le soldat Ryan. La violence graphique de l'animé est d'ailleurs loin d'être gratuite, puisqu'elle sert à souligner le propos qu'elle tient sur la guerre et ses horreurs. Ainsi, elle prend un cadre familier, celui du shonen, et le transporte dans un genre différent, créant une subversion qui joue avec nos attentes. Ce qui lui permet de mieux nous surprendre avec ses réponses aux questions dramatiques. Contrairement aux autres shonen, il y a peu de chances que tout soit résolu par le pouvoir de l'amitié et que tout le monde soit ramené à la vie par les Dragon Ball. Je crois qu'Internet exploserait. Pour conclure, je vais donc souligner les 3 points cruciaux qui font la force de l'Attaque des Titans niveau écriture. Le premier, c'est un respect de la base narrative du show don't tell. Que ce soit au niveau des personnages, de l'intrigue ou des thématiques, il y a toujours un degré d'information qui nous sont montrées. Elles peuvent être dites avant ou après, mais elles sont souvent illustrées par les actions et les choix des personnages. Montrer plutôt que dire. Ou si vous dites, montrez aussi. On pourrait en tirer un corollaire, tout ce qui a été dit n'a de valeur qu'une fois qu'il a été montré. Le deuxième point crucial, c'est une maîtrise du concept fondamental de planter-récolter. Savoir apporter les informations, créer des interrogations et donner des réponses. Créer de l'attente pour générer de la tension et savoir ensuite comment la relâcher. Se servir des trous du scénario pour construire un mystère. Et finalement, une bonne utilisation de la subversion. Prendre les codes avec lesquels le public est familier et savoir les changer et les adapter pour raconter une histoire captivante à partir de bases simples. Ce n'est pas de la subversion pour la subversion dont le but serait uniquement de choquer et de surprendre. Qui a dit Game of Thrones saison 8 ? Cette personne mérite un chocolat. C'est de la subversion au service d'un récit et d'une thématique. C'est réinventé pour raconter une meilleure histoire à partir du cadre de référence partagé avec l'audience. Au final, s'il y a une leçon à retenir de l'Attaque des Titans, c'est l'importance de bien maîtriser les bases pour ensuite complexifier son récit. Si on se tient sur des fondations solides, on peut construire quelque chose d'immense. Alors n'oubliez pas le pouvoir de la subversion, du show don't tell et du planter-récolter. Vous auriez pas vu ma gaufrette empoisonnée qui tue les gens précisément 13 minutes et 15 secondes après ingestion ? Oh. Encore un grand merci à CyberGhost VPN. N'oubliez pas que dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien qui vous accorde une promotion exceptionnelle. Pour 1,95€ par mois seulement, l'application protégera vos données pendant que vous naviguez et vous donnera accès à tout le contenu bloqué sur Internet. En bonus, c'est satisfait ou remboursé, alors autant aller juger par vous-même. Le lien est dans la description et le commentaire épinglé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, un grand merci aux tipeurs et aux forgemaux. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Et si vous n'êtes pas encore convaincu, vous pouvez très bien aller regarder mes autres vidéos. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Tropper out. Shinzo Sasageo! Meilleur cosplay d'Erwin.